Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, l'opposition sénégalaise en train de peaufiner une coalition pour les prochaines locales. Révélation de Moussa Souran, le coordonnateur du Front national de résistance, plaide pour une révision du code électoral pour rayer l'inéligibilité de Karim Wade et Khalifa Sall. Saint-Louis privé d'eau depuis 24 heures, une panne serait à l'origine de la perturbation dans la ville tricentenaire. Les populations prennent d'assaut le fleuve. Et dans l'actualité internationale, il sera question de ce sommet du financement de l'économie africaine. Quels en sont les enjeux pour l'Afrique? Réponse avec Pierre Ameba, expert en intelligence des systèmes complexes. Il prend part à la rencontre. Bienvenue à tous. L'opposition travaille pour une vaste coalition électorale en vue des prochaines élections locales. C'est le coordonnateur du Front de résistance nationale qui donne l'information. Hors de question donc de boycotter. Mokhtar Souran, devant le jury du dimanche, recommande la révision du code électoral pour permettre à Karim Wade et à Khalifa Sall de recouvrer leurs droits. Par ailleurs, Mokhtar Souran est revenu sur les propos du khalife général des Mourides lors de son audience accordée au leader de PASTEF. La synthèse de votre rendez-vous dominical jeudi dimanche, c'est avec Abdourahmane Li. Le khalife général des Mourides n'a raté aucun politicien, y compris ceux du pouvoir, à travers le leader du PASTEF qu'il a reçu dans la semaine, si l'on en croit l'invité du jury du dimanche. Au sujet du président Macky Sall qu'il a soutenu en 2012 lors de la présidentielle, le coordonnateur du FRN voit un homme qui s'est complètement métamorphosé. D'avant et Macky Sall maintenant, je pense qu'il y a une très grande différence. C'est que je vois un homme qui est en permanence dans des calculs politiques. C'est-à-dire le président Macky Sall, ce qui me surprend un peu, c'est que toute sa stratégie, c'est comment faire pour gagner, comment faire pour se maintenir, comment faire pour éliminer. Une révision du code électoral pour permettre à Khalifa Sall et à Karim Wade de recouvrer leurs droits. Recommandation de Mokhtar Souran. Une recommandation qu'il fait devant le jury du dimanche et non au dialogue qu'il considère inexistant et où il ne compte plus se présenter. Moi, personnellement, je n'irai plus à un dialogue national parce que je considère qu'ils avaient un objectif en réalité précis qu'ils ont atteint. C'est de dire qu'à cause du dialogue, nous avons fait ça et ça, même avant terme. Par contre, permettez-moi de rendre un hommage au président Famara Ibrahima Sagna. Moi, il m'a dit, Mokhtar, c'est pas à mon âge que j'accepterai certaines choses. À un moment donné, on a voulu simplement réunir les commissions pour qu'il y ait des conclusions, pour pouvoir dire il y a eu les conclusions. Il a refusé, il a dit moi, en tant que président, on ne peut pas réunir des commissions, il faut qu'on renouvelle. Il y a des membres du comité de pilotage. Lui-même, après, ils étaient obligés parce qu'ils ne voulaient pas renouveler son décret. Après, ils l'ont fait. Il y a eu des problèmes comme ça. Il y a des choses qu'ils refusent. L'opposition travaille pour une vaste coalition électorale pour les locales fixées finalement le 23 janvier 2022. Révélation du coordonnateur du Front de résistance nationale. Une opposition qui prépare donc les prochaines échéances électorales malgré sa récusation du fichier électoral. Un fichier qui se trouve en Malaisie, conclut un de ses représentants. Les auditeurs sont restés un mois sans accéder au fichier électoral. Un mois. Pourquoi? Parce que le fichier n'est pas géré par le Sénégal. Le fichier est géré à Kuala Lumpur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Touba, les militants du parti au pouvoir tirent à boulet rouge sur le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Des réactions après la rencontre de ce dernier avec le khalife général des Mourides. Correspondance à Touba, Gorandaklo et Tchernofay. La rencontre du leader du parti PASTEF avec le khalife général des Mourides suscite un tollé dans la cité religieuse où des militants et sympathisants du parti au pouvoir tirent à boulet rouge sur Ousmane Sonko, qualifié de manipulateur. li ñu jëkk a seetlu mooy ñàkk a respecté gi mu ñàkk a respecté suñu kilifa diine yi ak ñàkk yar bi ñu gis ci jataay bi ak sëriñ bi mu naqari képp ku di taalibe ak ñàkk a weg gi ñu gis mu def ko
Nous avons tous constaté que Ousmane Sonko n'a aucun respect envers la communauté mouride et lors de sa rencontre avec le calife général, il n'a montré aucune considération au patriarche de Darou-Minam et cela nous a fait trop mal en tant que fidèles mourides. Ousmane Sonko n'œuvre que pour la division des confréries car il a dit au calife que parmi les 14 victimes lors de la dernière manifestation, les 10 sont des mourides. Donc il cherche tout simplement à manipuler Serigne Mountakha et cela ne passera jamais car Cheikh Mountakha représente Cheikhoul Khadim sur terre. Donc il faut que Sonko et compagnie arrêtent leur jeu politique. Mbokam yi lu nekk ñi nga koy wax su sëriñ bi wax muy teg ay baat suy wax mu mel ni ku toog daal ak sa morom fixé ko di ko xool taa boo xam ne ba ma juddoo ba tey man musuma gis loolu. Ainsi, Sadibou Diouf et ses camarades déplorent le comportement du leader du parti Pastef les Patriotes. bi ci des mbiru ethnie ay joolaa la ay séréer ak ay yooyu mi ngi door a am ci Sénégal moom bi mu ñëwee maanaam Sénégal nag réew la moo xam ni ku yaruwut. Sonko est un ethniciste et dans ce pays, nous n'avons jamais eu de problème d'ethnie. Mais depuis son entrée dans l'arène politique, il cherche à faire le distinguo entre le sudiste et le nordiste, alors que le Sénégal est indivisible. J'interpelle les jeunes à faire très attention, car Sonko ne mérite aucune considération. Il ne peut même pas diriger un quartier. ak suñu kilifa diine yi ku leen wégul loo jublu nit ñi waruñu caa jublu te doo référence doo royukaay kenn walu laa roy. Face à la presse, des militants du parti Alliance pour la République à Touba déclarent Ousmane Sonko persona non grata dans la capitale du mouridisme. Et direction Saint-Louis, la vieille ville a soif. Les populations sont privées d'eau depuis 24 heures suite à une panne d'un ouvrage de la Seine-Obi. C'est ça, les techniciens s'affairent à rétablir la distribution du liquide précieux au moment où les populations prennent d'assaut le fleuve. Momar Alisnia et Mokhtar Seck. Cela fait 24 heures que les populations saint-louisiennes n'ont plus accès au liquide précieux. Une situation fortement décriée, surtout en cette période d'après-Korité. Il n'y a plus d'eau dans la ville, j'en ai cherché partout et j'ai même passé pas mal de coups de fil, mais impossible de trouver de l'eau dans presque tous les quartiers de Saint-Louis. Donc nous sommes obligés de recueillir cette eau pour l'amener dans nos foyers, au moins pour mettre de l'eau de javel et l'utiliser pour le lavage. C'est la seule solution qu'on a trouvée pour le moment. On vient d'entendre que c'est une panne sévère, donc nous aimerions que des camions soient là pour nous permettre d'acheminer cette eau un peu partout dans la ville. Du côté de la société en charge de la distribution de l'eau, l'on justifie cette situation par une panne qui serait intervenue. L'incident a fait que nous a obligés à arrêter toute la distribution pour pouvoir faire les réparations. Ces réparations, nous comptions et espérions les terminer hier dans la soirée. Malheureusement, après avoir terminé notre première intervention, après avoir mis en service, un autre incident s'est produit. C'est dommage, mais ainsi va la vie de l'exploitation et des usines. En attendant la réparation de cette panne, la société envisage de faire appel à des camions-citernes pour soulager l'angoisse des populations. Dans cette pareille situation, les premières mesures que nous mettons en place, c'est un service de camions-citernes pour soulager les populations. Nous n'avons pas pu le mettre dans l'immédiat, mais aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser un certain nombre de camions-citernes qui va pouvoir suppléer le temps qu'on remette en service l'eau. Espérons que la situation revienne à la normale. Les populations de la capitale du Nord continuent à broyer du noir. Et autre chose, les taximans s'arrêtent partout pour prendre des clients. Selon eux, le droit de stationnement qu'ils paient leur autorise. Mais cela n'est pas du goût des usagers qui en dénoncent un usage abusif. Le reportage de Pam Maïdiao. À Dakar, il est difficile de voir un taximan s'arrêter correctement pour prendre des clients. Un constat notoire que les concernés tentent de justifier. Ils s'acquittent d'un droit de stationnement, disent-ils. Souvent, nous n'avons pas d'espace où s'arrêter pour prendre les clients. Il y a pratiquement plus d'endroits pour se garer. Tout est occupé par les marchands ambulants.
Et pourtant, nous payons un droit de stationnement. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous avons besoin de prendre des clients. Une excuse battue en brèche par ce motocycliste. Il estime que ce droit de stationnement ne justifie en rien cette anarchie. Même si nous donnons 50 à l'heure ou 80 à l'heure. Les taximens se garent n'importe comment pour échanger avec des clients. Ils ont un comportement vraiment déplorable sur les routes. Le droit de stationnement qu'ils payent ne leur donne pas le droit de garer partout pour prendre des clients. Ce jeune homme aussi déplore cette attitude de certains taximens. Mais selon lui, les clients ne sont pas non plus exempts de reproches. Je pense que pour prendre un taxi, il y a des endroits adéquats pour le faire. Les clients sont également responsables, même si les taximens font n'importe quoi. Les arrêts anarchiques de certains chauffeurs est une réalité à Dakar, un comportement dénoncé par les usagers car il influe négativement sur la fluidité de la circulation. La journée internationale des familles célébrée ce 15 mai coïncide avec le long week-end de la fête de Korité, un prétexte pour les familles de se réunir pour des moments de partage et d'échange. Nos reporters Ngor Diouf et Seydina Mbaye ont fait une immersion dans une famille à la Médina. Regardez. La Korité est aussi une fête en famille et entre amis. Elle procure des moments privilégiés de retrouvailles et de partage. Quelques jours après la célébration, une atmosphère de fête règne encore dans certains domiciles. Chez la famille Diawen à la Médina, le climat est convivial. La soixantaine, Seynabou Diop, éprouve de la satisfaction à avoir toute la famille rassemblée. C'est une fierté pour les mamans. Fêter ensemble la fête de la Korité avec mes enfants, c'est une bonne occasion. Il y a de l'ambiance aussi. Femme au foyer, Ndeye Woli Konté a en charge la préparation du repas. Elle se dit toujours nostalgique de ces instants de bonheur. Ça m'a fait très plaisir de préparer le repas pour toute la famille. Toute la famille. Oui, le tchèvre, plat national sénégalais. Tout, il y avait tout dedans. Il y avait tout dedans, vraiment. Dans sa cuisine, Maria Toussis, pour sa part, s'affaire autour du dîner. Pour elle, le moment est propice pour montrer ses talents de cordon bleu. Nous sommes en train de préparer le dîner. Et vous savez, nous sommes une vaste famille et on a l'habitude maintenant. Tout le monde vient manger ici et c'est vraiment magnifique. La sage femme Khady Diop donne quant à elle beaucoup d'importance à ce rituel de famille. Vous savez, en fait, ça se passe en famille. Et quand on dit de retrouvailles en famille, c'est parce qu'il y a des occasions comme la fête de Tabaski ou bien Korité, les fêtes de Noël, on les passe spécialement en famille. Je me suis déplacée parce que je travaille à Fatick. Donc comme c'est la Korité, c'est l'occasion de venir avec mes enfants, venir fêter la fête de Korité en famille. Voilà. Du côté des hommes, c'est l'occasion de se réunir devant le petit écran. Fête de la Korité, bien même de la Tabaski, c'est une fête qu'on doit faire normalement en famille ou bien entre amis. Le temps libre manque de plus en plus avec les activités des uns et des autres. Les fêtes religieuses restent heureusement des moments uniques de communion et de retrouvailles des familles.
Selon le Fonds monétaire international, l'Afrique risque de se heurter à un déficit de financement de 290 milliards d'ici 2023. C'est dans ce contexte que se tient ce 18 mai à Paris un sommet sur le financement des économies africaines à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Dirigeants africains et européens ainsi que des institutions financières vont tenter de trouver des solutions inédites pour financer le développement de l'Afrique. Pour Pierre Ameba, expert en intelligence des systèmes complexes, cette rencontre est une opportunité pour repenser la dette africaine. On l'écoute. Beaucoup de nos pays africains comptent sur l'aide publique étrangère pour financer leur économie, pour financer leurs projets de développement, donc ce qui peut être un premier problème. Parce que comment peut-on effectivement compter sur l'apport direct étranger pour financer son économie? Donc ça, c'est une question qui ne sera certainement pas abordée, mais qui est une question que nous autres Africains devrions nous poser de plus en plus, et nous devrions aussi essayer de trouver des réponses adéquates quant à cette question-là pour pouvoir trouver en nous les moyens de financer notre propre économie. Parce que si nous ne le faisons pas, nous serons toujours confrontés à la situation actuelle, c'est-à-dire que tous les pays du monde ont été touchés par la pandémie, beaucoup de nos partenaires financiers internationaux ont été touchés par la pandémie et cherchent des solutions pour financer leur propre économie. Alors nous, que faisons-nous? L'autre enjeu aussi, c'est qu'il faut se rendre compte que un peu plus de 15 années seulement après que la dette africaine a été totalement effacée, on se retrouve aujourd'hui avec un surendettement. Alors oui, il faut qu'on puisse s'asseoir avec nos partenaires, il faut qu'on puisse discuter de comment alléger ce poids de la dette, comment alléger la dette, comment trouver des solutions inédites au sein de l'histoire africaine, parce que ça vient l'Afrique vient de connaître sa première récession depuis plus de 30 ans. Alors il va falloir trouver des solutions inédites. Le reste de l'actualité internationale en bref et en images. Nouveau gouvernement au Congo, un fils de Sassou Nguesso, ministre. La nouvelle équipe compte 36 membres, dont 4 ministres d'État et 8 femmes, selon un décret lu à la télévision publique. Parmi les 11 personnalités qui font leur entrée dans ce gouvernement figure en effet Denis Christel Sassou Nguesso, 46 ans, fils du président, qui prend le portefeuille fraîchement créé de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Au moins 40 Palestiniens ont été tués dimanche dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, ont rapporté les autorités locales, dont au moins 8 enfants, ce qui en fait le bilan quotidien le plus lourd depuis lundi. Au total, 188 Palestiniens, dont 55 enfants, ont péri dans les raids de l'armée israélienne, selon le dernier bilan palestinien. Ces dernières 24 heures, l'armée israélienne a ciblé à Gaza 90 positions du Hamas et du djihad islamiste, deuxième groupe armé dans l'enclave, a-t-elle indiqué, après des pluies de roquettes sur son sol. En Israël, 10 personnes, dont un enfant et un soldat, sont morts après des tirs de roquettes de Gaza et 282 ont été blessés. Des combats ont repris ce dimanche donc, entre les forces gouvernementales afghanes et les talibans dans la province du Helmand, dans le sud de l'Afghanistan. Au terme de 3 jours, une trêve à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr. Des accrochages ont été signalés dans la périphérie de Lashkargah, la capitale de cette province, qui a été le théâtre d'intenses combats depuis le 1er mai, date à laquelle les États-Unis étaient supposés avoir retiré leurs 2500 soldats encore présents sur place, ont indiqué un porte-parole de l'armée, un responsable local. Le bulletin santé pour terminer. 22 nouvelles contaminations sur les 1508 tests effectués. Un décès enregistré. 9 cas graves sont admis en service de réanimation et 15 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain pour le 19h45, retrouvez Adama Anouchkaba. On se retrouve tout à l'heure dans Jeunes Femmes Dynamiques. Les femmes devant le coronavirus, les femmes qui luttent contre le coronavirus depuis le début de la pandémie sont à l'honneur dans ce numéro. Bonne soirée à vous.